La seconde partie de notre débat consacrée ce soir à l'Ukraine. Je vous le disais, Américains et Européens ont pris aujourd'hui de nouvelles sanctions contre Moscou. Je vous propose tout de suite d'écouter la réaction du président russe, Vladimir Poutine. Tout le monde doit comprendre que nous trouverons une réponse adéquate dans tous les cas. C'est juste une question de temps et d'argent. Ce sera un peu plus cher, un peu plus long, mais nous survivrons et nous avancerons, pas nos partenaires. Dimitri Koshko, la Russie va répondre aux sanctions américaines, c'est ce qui a été dit ce soir. Quelle peut être justement la réponse de Moscou ? Jusqu'à présent, ils ont été assez modérés. Je pense que de toute façon, la Russie mène une politique du faible au fort. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'elle invoque sans arrêt d'ailleurs le droit international, les règles de relations internationales, puisqu'ils ne peuvent pas se permettre de dicter leur volonté, comme peuvent le faire les Américains, qui eux sont les forts. Ils peuvent envahir l'Irak, ils peuvent bombarder la Yougoslavie sans rien demander à personne, ils peuvent séparer le Kosovo du reste de la Serbie, etc., etc., etc. Et là, personne ne doit leur faire la morale, parce qu'ils sont gentils, on sait, donc ça va. Eh bien, aujourd'hui, les Russes n'ont pas les moyens de faire ça. Ils n'ont pas les moyens de faire ça, ils ne peuvent pas le faire. Alors quand il dit on va faire les sanctions, c'est aussi à usage interne, pour l'opinion. Mais la Crimée, elle a voté à 85% pour revenir dans le giron de la Russie. Et la Géorgie, on vous répond. Bernard de Montferrand et excuse-moi, la fin qui rigole. C'est M. Saakachvili qui a attaqué l'Ossétie, que je sache, non? Il a tué les forces d'interposition de l'ONU, qui étaient des soldats russes. Ça se comprend quand même que la Russie soit intervenue. On voulait voir si l'ours allait réagir. Eh bien, il a réagi, vous voyez. C'est dommage, hein. Vous êtes bétonné. Mais non, écoutez, là, on parle... Moi aussi, j'ai des aspects d'inquiétude, franchement. Hein, mais moi, j'ai des inquiétudes parce que Kiev, dans la situation de pouvoir dans laquelle ils sont, c'est-à-dire un pouvoir qui est quand même... qui est basé sur une révolution qui a été confisquée par des oligarques, à la limite les mêmes ou pires que ceux qu'il y avait avec Yanukovych, et des partis d'extrême droite. J'ai peur, effectivement... qu'ils aient besoin d'un Valmy en quelque sorte. Et donc ils aient besoin d'une bataille que après dans la com et dans l'historiographie, on arrivera à transformer en grande victoire. Et c'est ça qui est le plus à craindre. C'est la fuite en avant. Genève, c'était pas mal. Pourquoi ne pas appliquer Genève ? Genève, c'est le désarmement de toutes les milices, celles de l'Est et celles de l'Ouest, qui, quand elles attaquaient les bâtiments administratifs... Monsieur, on est là pour parler de l'Ukraine, pas pour faire de la c'est l'Ukraine. Mais c'est l'Ukraine. L'Ouest de l'Ukraine, ils ont attaqué les bâtiments administratifs comme l'ont fait ceux de l'Est et ils n'étaient pas traités de terroristes. Écoutez, Bernard de Montferrand. Il faut désarmer toutes les milices et il faut parler de constitution. Ils sont fédéralistes, ils ne sont pas séparatistes, ceux de l'Est. Bernard de Montferrand. Ils sont fédéralistes, vous le savez bien. Vous avez été ambassadeur dans un pays fédéral. C'était démocratique, non ? Si vous voulez, je crois, on revient à ces problèmes de sanctions. Moi, je crois que des sanctions n'ont d'intérêt et n'ont d'efficacité que si elles sont limitées dans le temps, c'est-à-dire avec un objectif extrêmement précis. Et si elles rentrent dans un cadre politique. Il faut faire une grande offre à Vladimir Poutine sur le statut de l'Ukraine, sur la relation entre la Russie et l'Union européenne et l'OTAN, de manière à ce que ça soit cohérent. Bon, est-ce que ça va nous faire mal ? Ce qui fait aujourd'hui le plus mal, c'est la situation économique russe et les initiatives de la Russie. Moi, j'observe que les 3 premiers mois de cette année, du fait de la baisse du rouble, les exportations, par exemple, allemandes ont diminué 10% vers la Russie. Pourquoi ? Parce que les Russes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils achètent à très bas prix dans des pays asiatiques maintenant. Tout ce qu'on a décrit là, sur la situation économique russe fait que ça va pénaliser probablement beaucoup plus la Russie que les autres pays. Alors, on dit, effectivement, il y a l'économie allemande qui va en pâtir beaucoup. Il ne faut pas oublier quand même que les Allemands exportent beaucoup plus vers la Pologne qu'ils n'exportent vers la Russie. Et que le commerce de l'Allemagne avec la Russie est bien, bien inférieur au commerce de l'Allemagne avec tous les pays de l'Est réunis. Donc, les Allemands ont des intérêts très importants en Russie, mais ils savent aussi
que leurs bonnes relations avec tous les pays de l'Est sont au moins aussi importantes. Donc, oui, mais c'est pour justement, ça que... Bernard de Montfermand, on sent malgré tout quand même les Allemands un peu frileux d'aller justement vers cette phase 3 des sanctions, c'est-à-dire viser en fait des secteurs clés de l'économie russe, que ce soit l'énergie, que ce soit la défense. Ils ne veulent pas y aller, les Allemands, d'ailleurs les Français non plus, parce qu'il y a aussi une relation très privilégiée quand même qu'Angela Merkel avec Vladimir Poutine. Et je crois que même l'opinion publique allemande, j'avais vu, il y avait eu un sondage, seuls 38% des Allemands sont pour des sanctions économiques contre la Russie. On voit ici voilà, ce sondage. Donc l'opinion publique allemande et la chancelière ne veut pas non plus, vous dites finalement l'Allemagne voilà, peut s'en sortir même s'il y a des sanctions économiques contre Moscou et s'il y a des mesures de rétorsion de Moscou, mais malgré tout la chancelière ne veut pas pousser plus loin les sanctions économiques. Elle freine quand même des quatre fers. Les Allemands ont 5 fois plus d'investissements et 5 fois plus de commerce avec la Russie que nous. Ils ont 6000 entreprises là-bas, donc on comprend que mais il y a une relation privilégiée aussi avec la Russie, non ? Quand vous attaquez des intérêts pareils, vous êtes très prudent et que vous vous dites, si je le fais dans des conditions très précises et qui évitent de me pénaliser trop. Maintenant, vous avez cité Mme Merkel. Mme Merkel a essayé, avec un dialogue bilatéral avec M. Poutine au téléphone pendant plusieurs jours. Elle le connaît bien, elle avait des relations avec lui et s'est aperçue au bout d'une semaine que ça ne menait à rien. Donc aujourd'hui, elle a, sur le plan des principes, soutenu toutes les mesures qui ont été définies. Mais les Européens ne vont européen. pas jusqu'à cette phase 3 qui est de prendre des sanctions sur des secteurs clés. On a adopté en Europe un principe en quelque sorte de la boîte à outils. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de mesures qui sont prises, mais chacun les adapte selon ses particularités. Je ne doute pas que la Russie, que l'Allemagne, s'il y a des décisions qui sont prises, les suivra. Moi, j'observe que dans le passé, quand il y avait tous les problèmes de libre circulation avec Kaliningrad, où les Russes ont fait des problèmes, il y avait des problèmes extrêmement graves, sur les problèmes de viande polonaise ou plein de contentieux, l'Allemagne a toujours été solidaire avec le reste de l'Union européenne. Simplement, si vous voulez, moi je crois que dans l'affaire des sanctions, il y a les sanctions officielles qui sont importantes. Je dirais ce qu'on peut appeler les sanctions officieuses qui sont beaucoup plus importantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis désolé, les opérateurs économiques se méfient beaucoup de la Russie. Donc il faut quand même que la Russie fasse un certain nombre de gestes. Oui, il faut que quand même la Russie donne le sentiment qu'elle contrôle la situation. Alors je voudrais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, je ne me trompe pas, il y a 8 observateurs de l'OSCE qui sont retenus par des militants. Il y en a 11, dont 7 étrangers, parce qu'il y en a un qui a été relâché dimanche. Ce n'est pas admissible, ce n'est pas acceptable. Si M. Poutine est responsable, il doit obtenir la libération de ces inspecteurs immédiatement. Alors, que fait M. Poutine ? Dimitri Koshko, c'est une bonne question, oui, ça. Moi, je ne suis pas M. Poutine, mais c'est non, pas moi. mais pas vous moi dites, qui ai vous dites que interpellé Vladimir Poutine n'a rien à voir. Les militaires qui sont allés patrouiller du côté de Donetsk sans même prévenir les autorités de Donetsk ou les autorités de fait de Donetsk dans ce conglomérat révolutionnaire qu'est l'Ukraine aujourd'hui. Enfin, écoutez... mais c'est pas une raison pour les prendre en otage. C'est la limite la preuve que c'est des gens qui sont prêts, que Poutine ne commande pas, parce qu'il ne serait pas amusé sans doute à arrêter les gens. Mais oui, enfin, écoutez, ne prenons pas le Poutine pour un ange. Mais il n'est pas un ange. Alors maintenant, pour les sanctions économiques, nous, certes, par rapport à l'Allemagne, on est très loin derrière, malheureusement, mais enfin, on est 4e investisseur quand même en Russie. Et que ce soit Peugeot, que ce soit Renault, et Renault pas tout particulièrement, leur doivent une fière chandelle au marché russe. Que ce soit Auchan, Leroy Merlin, pardon, il ne faut peut-être pas nommer enfin bref, tant pis. Ce sont des investisseurs de choc en Russie, et je peux vous dire qu'ils ne se vantent pas trop des chiffres d'affaires qu'ils arrivent à réaliser là-bas. Donc, il faut réfléchir à 2 fois. On a parlé aussi du Mistral. Je ne suis pas sûr que les ouvriers des chantiers navals de Saint-Nazaire soient très contents qu'on s'amuse à aller boycotter la vente des Mistral. Donc vous voyez, on est liés. On leur achète du gaz aussi. On en dépend. Alors maintenant, c'est évident, si le rouble tombe et si effectivement la Russie est en difficulté économique, n'oubliez pas que ça a un autre avantage, c'est que comme vous le disiez très justement, ils gèrent très mal la rente pétrolière. Ça les obligera à investir dans le secteur productif. Et bien ça sera peut-être pas si mal que ça.
Vous dites finalement à mauvaise chose, peut-être bon côté, peut-être que ça va les obliger. Non, attendez, je veux bien qu'on parle des sanctions, il y a quand même une vraie question. J'y reviens, on peut peut-être pas y répondre. parlez C'est que veut M. Poutine. Et si vous voulez, il y a quand même, vous connaissez l'histoire de la Russie, vous savez très bien qu'il y a une tentation impériale de la part de la Russie. Il y a quand même des... Et puis, on voit bien que la Russie est un moment extrêmement difficile de son histoire. C'est un moment très difficile de son histoire. Et là, j'ai envie de dire, il peut y avoir des interactions redoutables entre les manifestations d'Ukraine, dont peut-être Poutine n'est pas responsable, et je dirais un désir de redonner une espèce de splendeur à la Russie. Et là, il y a une vraie point d'intéresseur. Donc il faut aussi que M. Poutine se montre un peu prudent. Et je reviens à l'histoire de ces inspecteurs de l'OSCE. Il faut faire libérer ces inspecteurs de l'OSCE. Mais comme le dit monsieur, c'est pas parce qu'ils sont égarés au fait des bêtises qu'on doit les prendre en otage. Steven Ekovitch. Oui, non, j'étais étonné à entendre que les États-Unis peuvent tout faire sur le plan militaire en Europe. Et en Afghanistan et en Irak aussi. Non, parce que on est dans l'histoire militaire, diplomatique militaire américaine, on est dans une phase de recul. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a des phases de flou, de reflou. Barack Obama n'est pas un battant en guerre. Il veut réduire le budget de défense. Les coupes prévues sont plutôt en Europe. On va voir ce qui se passe maintenant. Mais les coupes sont plutôt en Europe. Non, les États-Unis sont là. Ils ne peuvent pas, sur le plan militaire, contrecarrer. Alors pourquoi ils sont aussi teigneux? Expliquez-nous. Comment? Pourquoi Les ils sont aussi Américains, teigneux? pourquoi sont-ils aussi teigneux? Pourquoi ils sont aussi teigneux? Pourquoi ils voulaient mettre l'OTAN à Sébastopol? Oui, j'ai pas entendu les questions. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient mettre l'OTAN à Sébastopol? C'est ça qui a fait réagir Poutine, bien évidemment. L'OTAN à Sébastopol. De toute façon, la procédure d'adhésion à l'OTAN, c'est une très très longue procédure. Oui, et de toute façon, sauf que ce qui avait été promis à Gorbatchev, c'est de ne pas étendre l'OTAN. Eh bien, ça a été fait dans les 3 ans qui ont suivi. Steven Ekovitch, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur d'appréciation de Barack Obama dans sa relation avec Vladimir Poutine? Il a voulu le reset, ce qu'on appelle l'apaisement, le rapprochement au début de son mandat. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une erreur d'appréciation? Et finalement, est-ce que le président russe ne l'a pas doublé en cours de route? Je crois qu'on peut, si on va trouver des erreurs d'appréciation et des démarches qui ont provoqué des problèmes, on peut les trouver des deux côtés. Hein. Il n'y a pas d'un côté à un autre qui a mené seul à cette crise actuelle. Hein. Donc, mais ce n'est pas la question vous maintenant. voulez dire qu'il y a peut-être une erreur d'appréciation de la Russie? C'est pas le sentiment que ça donne en tout cas aujourd'hui, hein, quand on voit Vladimir Poutine qui montre quand même des muscles, qui a l'air quand même très sûr de lui. Oui, Ça ne veut rien dire. On peut rouler des mécaniques. Il ne va pas faire le faible. Si vous êtes en position de Mais négociation... vous dites qu'il ne va pas faire le faible, mais on a le sentiment que les Européens sont un peu faibles par rapport à lui. Pourquoi c'est eux qui disent qu'ils veulent faire des sanctions, alors qu'ils vont se nuire à eux-mêmes? Bernard de Montferrand. Oui, je crois qu'il faut quand même revenir à l'essentiel. Quel type de relation voulons-nous avoir avec la Russie? Il n'est pas question de vouloir ostraciser la Russie ou de refaire des blocs en Europe. Ça n'a pas de sens. On n'est pas au 19e siècle avec la guerre froide, etc. Ah, vous pensez que là, il n'y a pas d'ère de guerre froide? Je trouve que toutes les comparaisons avec 1914, avec la guerre froide, etc., ça n'a pas de sens parce que ce n'est pas du tout les mêmes circonstances historiques. En revanche, donc, il faut comprendre la Russie. Il faut comprendre que M. Poutine veut que les minorités russes soient respectées, qu'il ait sa place en Europe. Bon. Et ça, il faut faire une grande offre. Mais si il n'accepte pas ces règles qu'il a violées, puisque je m'excuse, il a violé des règles de l'inviolabilité des frontières de l'Ukraine, des principes de l'OSCE, des principes du Conseil de l'Europe, eh ben, je suis désolé, il faut lui faire comprendre, c'est malheureux, faire comprendre à la Russie que on a déjà vu des crises comme celle de la Yougoslavie, on n'en veut plus en Europe, et qu'aujourd'hui, quand on fait de la diplomatie préventive, avant que la violence éclate, on a une chance de réussir. Une fois que les coups de feu sont tirés et que la violence est déclenchée, c'est épouvantable. Ouais. Donc il faut qu'on ait, et ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'on ne fasse pas cette sorte de grande offre. Les Européens, bien sûr, parce qu'on n'a pas eu de voix ces derniers, mais même les Américains, je trouve que la politique américaine aujourd'hui manque de clarté dans la conception d'ensemble qu'on veut proposer aux Russes. Et nous devons avoir à l'égard de ce très grand pays, une relation qui ne soit pas une relation de sanctions, qui ne soit pas une relation sur des petits problèmes, mais qui soit une relation politique et stratégique de grande envergure. Alors, ce que vous dites est très juste, mais je crois qu'il y a un véritable problème dans les démocraties d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les démocraties d'aujourd'hui, je vais le dire un peu brutalement, sont très prisonnières du discours des droits de l'homme.
dès lors qu'un régime, et le régime Poutine n'est pas très exemplaire en matière de droits de l'homme, même si c'est pas le régime stalinien, on est d'accord. Disons que les démocraties sont très paralysées pour accepter ce que schématiquement vous proposez, c'est une politique, je dirais, réaliste dans le sens classique du terme, d'organisation et de respect des équilibres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les démocraties sont très mal à l'aise avec ça. C'est ça qui est un peu triste. Mais d'un point de vue diplomatique, il y a eu Genève, c'était un pas en avant, ça, c'était pas mal quand même. Désarmement des milices, discussion constitutionnelle sur une possibilité de régionalisation. Mais il n'y a pas eu de désarmement des milices. Et puis, il y a pas de désarmement des milices. Ben non, les villes sont tombées les unes après les autres. Le secteur droit, au contraire. Bah évidemment, il faut désarmer toutes les milices. Sinon, si vous désarmez que ceux de l'Est, vous allez les voir arriver, là, les gars de l'Ouest de l'Ukraine, ils vont les massacrer, mais tout de suite. Vous savez pas, vous avez pas entendu ce qu'ils disaient sur la façon dont ils allaient noyer les Russes dans le sang des Juifs. J'ai envie de dire, faut quand même. Steven Ekovitch dit il y a plus d'extrême droite en Russie qu'en Ukraine, Dimitri Koshko. Mais ça ne change rien. L'extrême droite en Russie n'a pas pris le pouvoir, alors qu'en Ukraine, elle l'a pris à Kiev. C'est quand même embêtant. C'est quand même embêtant. Philippe Moreau-Lafarge, je ne s'entends plus. Allez, Philippe Moreau-Lafarge. Cher monsieur, si vraiment ce que vous dites est exact, c'est-à-dire le degré de haine qui existe entre milices de l'Est et de l'Ouest, c'est foutu, c'est fichu. Malheureusement, on n'arrivera pas à les dire. Donc on est déjà dans un climat de guerre civile. Si vous saviez, comme je regrette énormément, que l'unité de l'Ukraine, elle était dans la dénonciation des abus de Yanukovych et dans l'absence de gouvernance depuis 20 ans de ce pays et dans le pillage par les oligarques. Ça constituait l'unité et de l'Ouest et de l'Est. Manque de chance. Après le mouvement du Maïdan, ça a été confisqué et les forces qui ont été assez organisées pour arriver à prendre le pouvoir, c'est des forces ultranationalistes qui rejettent l'autre partie de l'Ukraine. Et c'est à cause de ça qu'on est dans cette situation aujourd'hui. Vous c'est dites dans une une situation de rejet vous au dites lieu des d'être dans forces une situation de rassemblement les forces révolutionnaire. ultranationalistes, elles sont quand même minoritaires. Je veux dire, mais c'est eux qui sont le au Premier pouvoir. ministre Riyad Le Senyuk n'a pas procureur. l'air d'être un ultranationaliste. Non, c'est un scientologue, c'est autre chose. Mais c'est... Oui, non, mais enfin bon, j'en à comprends vous bien. entendre. Non, mais attendez. Non, je suis d'accord. Mais il y a 4 ministres qui se réclament carrément de l'héritage de l'Ukraine. Mais là, il va y avoir des une SS élection. quand Il va y même. avoir une élection, Je Dimitri comprends que Mais ils Koshko. font c'était pas la pour eux une politique, ils façon sont de cantonnés, résister. ils sont maintenant. C'était une façon pour eux de résister au soviétisme, problème- etc. problème Je de- comprends. Steven Ekovitch. Il Le problème- n'empêche. Le problème de la situation, c'est que si, en effet, monsieur représente le point de vue de la Russie, on est loin d'une solution, effectivement. Je représente celui de l'Union européenne. Ce qui est très inquiétant, Genève cher était monsieur, très bien. Enfin, pourquoi ne pas appliquer Ce qui est Genève? très inquiétant, c'est que vous avez aujourd'hui en Europe, si vous regardez les cartes, au moins 50 raisons de soulever des conflits de ce genre avec des problèmes de minorité et de frontières. Au moins 50. Moi, j'ai travaillé là-dessus Sinon plus. beaucoup. Si nous voulons réouvrir ce système, si nous voulons donner aux Hongrois des raisons de ne pas être contents, aux Lituaniens, à toutes les minorités, alors on y va et l'Europe redevient un désastre. Nous avons réussi Belgique, on à se trouver bagarrait, on est arrivé des à solutions. fédéraliser. On dit on respecte les minorités et on respecte les frontières. Aujourd'hui, quand vous traversez ces frontières en Europe de l'Est, vous n'avez plus pratiquement de frontières. Bon, c'est quand même un progrès fantastique. Donc, si on n'arrête pas tout de suite ce dispositif, en essayant de trouver une solution politique, moi, je suis très, très inquiet, je vous avoue. Vous pensez que la guerre est possible? Oui, bien sûr. Il n'y avait pas de frontière Est-ce entre que la la Russie et guerre, allez, l'Ukraine. le dernier mot, Ils Bernard de traversaient comme Montferrand. ça, sans visa ni rien. La guerre est possible au cœur de l'Europe, vous pensez? Non, je Une pense guerre civile, que oui. des violences, Guerre civile, oui. Des guerres civiles, malheureusement, violences, possibles. comme on en a vu en Yougoslavie, où ça a été pendant près d'une dizaine d'années les pires exemples qu'on n'avait pas connus en Europe depuis la dernière guerre. C'est tout à fait possible en Ukraine si on laisse la situation dégénérer. On peut encore arrêter aujourd'hui. C'est ça qui est important par J'espère. initiative politique. Philippe Moreau-Lafarge, un mot, la guerre civile, oui, vous y croyez oui, au cœur de l'Europe? si vous voulez, ce qui a été dit par M. Koshko est un peu effrayant parce que si vraiment le degré de haine qui existe aujourd'hui au sein des Ukrainiens, on va dans une logique de guerre civile. Le problème, si vous voulez, pour empêcher la guerre civile, il faut quand même une intervention internationale. Ça ne peut pas être une intervention russe, ça doit être une intervention internationale. Et on n'est pas du tout sur
ce chemin. Mais moi, je crois qu'on peut être un peu inquiet. Mais il suffirait qu'ils fassent comme les Belges, qu'ils acceptent une fédéralisation, ça calmerait déjà le jeu. Non, mais c'est pas du tout les mêmes conditions. L'histoire de la Belgique et l'histoire de qui discutent de constitution. Après une révolution, on fait une assemblée constituante d'habitude. Il n'y a que les bolcheviks qui ont dissous l'assemblée constituante. Eh bien, les Ukrainiens de Kiev, aujourd'hui, ils font pareil. Alors évidemment, ils n'arriveront pas à s'entendre parce qu'ils veulent imposer leur conception de l'Ukraine contre une autre conception de l'Ukraine. Il y a un débat, au moins en Ukraine. Acceptez le débat. Acceptez le débat. Il y a au moins ils un ne veulent débat. pas l'accepter. Est-ce qu'il y en a un débat à Moscou? Je ne crois pas sur cette question-là. Mais c'est pas à Moscou, c'est à Kiev qu'il faut qu'il. Mais non, mais il y a un débat à Ou à Kiev. Kharkov. Il y avait un vrai Stéphane débat. Ekabé, il y a un débat à Kiev. Je ne suis pas certain qu'il y ait un pas. débat à Moscou. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Vous restez avec moi. Je rejoins Karim. Karim, bonsoir. Très contente de vous revoir. C'est un plaisir. Alors, qu'est-ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux? Eh bien, on continue à parler des sanctions contre la Russie qui divisent les Occidentaux. En tout cas, c'est ce qu'explique le site du Monde, ces sanctions qui divisent. On n'est pas forcément sûr du côté de certains pays, notamment de la France, que ce soit particulièrement efficace, ces sanctions, alors que on sait que des observateurs de l'OSCE sont un petit peu dans la panade. Est-ce que c'est une bonne idée de relancer de nouvelles sanctions alors qu'il y en a eu très récemment? En tout cas, cette stratégie choisie par les États-Unis suscite quelques questions. Est-ce que c'est le plus pertinent? En tout cas, les médias français, et notamment le Figaro, se font l'écho de la réaction russe. Sur le site du Figaro, on parle de l'écœurement des autorités russes après l'annonce de ces nouvelles sanctions. Quelques lectures du côté de médias pro-russes comme RIA Novosti qui évoquent une deuxième guerre froide. C'est un expert qui explique que même si on n'a plus affaire à deux blocs, comme par le passé, eh bien, on n'a pas besoin de parler de dégradation entre la Russie et les États-Unis. On est dans une deuxième guerre froide, selon lui. C'est une réalité qui se caractérise par des sanctions, des contre-sanctions, des tentatives de nuire à son adversaire. C'est l'analyse qu'on peut lire sur ce site internet. Du côté de la voix de la Russie, c'est un argumentaire qu'on a déjà entendu à plusieurs reprises. Finalement, du côté de Washington, on a des visées sur l'Ukraine. On refuse que l'Ukraine puisse servir de pont entre l'Europe et la Russie. Et puis, je vais vous montrer ce tweet de Jean-Bernard Cadier qui souligne que ces sanctions ont relancé cette chasse au trésor qui vise la fortune de Vladimir Poutine. Estimé à 40 milliards de dollars, je crois. De 40 jusqu'à 70 milliards. Alors, c'est tout simplement astronomique. Il n'y a pas de preuve de cette fortune, mais à chaque fois, les médias relancent cette hypothèse. Ici, c'est le New York Times qui en parle assez longuement, sans apporter de preuves, mais qui souligne qu'avec ces sanctions de proches, voire de très proches de Poutine, eh bien, ça ravive les fantasmes autour de cette fortune potentielle de Vladimir Poutine. Et on aurait pu parler de votre tribune, Bernard de Montferrand, aujourd'hui, à lire dans le Figaro de ce jour aussi, sur la situation en Ukraine. On parle beaucoup aussi du maire de Kharkiv, qui est la deuxième ville d'Ukraine. Gennady Kernes, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Le Monde y consacre un article, ou plutôt un portrait d'un homme assez étonnant, parce que dans un premier temps, il a été proche de Yanukovych, il a été donc sur une position plutôt pro-russe, et puis par la suite, il a changé son fusil d'épaule, est devenu assez proche du pouvoir de Kiev. Alors, ce qui est étonnant dans son parcours, c'est qu'il a eu affaire à la justice, que certains expliquent même qu'il serait lié au grand banditisme. Et en tout cas, sur les réseaux sociaux, c'est presque une star depuis déjà des mois. Il est très présent sur Twitter. Et en fait, les photos qu'il publie régulièrement sont retweetées. Alors, il a un look assez particulier. On dirait un jeune de Los Angeles avec sa casquette et ses baskets. Une autre image a été largement retweetée ces derniers mois. Avec cette posture de vainqueur dans son bureau. Alors, on avait aussi dressé son portrait du côté du Kiev Post il y a quelques mois, et on pouvait s'apercevoir qu'il adorait la musculation, en tout cas. Comme Vladimir Poutine. Comme Vladimir Poutine, en tout cas une figure assez atypique qui suscite beaucoup de réactions. En tout cas, son sort reste incertain parce qu'il a pris plusieurs balles dans le dos aujourd'hui.
L'histoire qui fait le buzz aujourd'hui, elle nous vient du monde du football. Alors on va découvrir une petite image qui est la petite image qui fait le tour des réseaux sociaux. C'est un Vine, une petite vidéo de 6 secondes qui tourne en boucle. Alors ce joueur du FC Barcelone s'est vu lancer une banane. Alors c'est un symbole régulier dans certains stades où il y a des supporters racistes. On imite le bruit des singes, on jette des bananes et lui il a tout simplement ramassé la banane pour la manger. Un geste qui a été perçu comme très intelligent par la plupart des téléspectateurs de ce match de foot. Et certains ont lancé sur les réseaux sociaux une espèce de campagne. Alors ici, c'est un autre joueur du FC Barcelone qui s'appelle Neymar, qui mange sa banane et qui a lancé un hashtag qui s'intitule « Nous sommes tous des singes ». Alors il a été très largement relayé sur les réseaux sociaux. Un certain nombre de figures de la télévision, comme cette jeune femme, figure de la télé espagnole, mange sa banane en direct. Il y a eu beaucoup de réactions. Ça, c'est la compagne de ce joueur de foot qui a mangé en direct une banane. Et puis des joueurs des 4 coins d'Europe et du monde qui ont voulu marquer leur solidarité. On a même eu le droit au tweet de Dilma Rousseff qui a félicité ce joueur pour sa réaction. Dilma Rousseff, dont on sait qu'elle va accueillir la Coupe du Monde et qui a déjà expliqué qu'elle voulait faire de cette Coupe du Monde une espèce de vitrine de la lutte contre le racisme. Merci beaucoup Karim, on vous retrouve un peu plus tard pour votre chronique. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Et je salue ce soir tous nos téléspectateurs sénégalais parce que je peux vous dire qu'ils sont très très nombreux à nous regarder, Karim. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée, je vous retrouve demain à partir de 18h, heure de Paris. À demain, tout de suite, le journal. Merci.